Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Les deux affaires au menu de cette émission ont un point commun. Pour aboutir, elles ont nécessité de nombreuses années d'investigation et l'emploi des techniques et des expertises les plus pointues de la criminalistique. La criminalistique qui regroupe plusieurs disciplines, médecine légale, toxicologie, police scientifique, police technique, anthropométrie, dactyloscopie. La criminalistique étudie, par des voies scientifiques, les indices et les traces des infractions et des crimes. Elle a pour objet de rechercher et de mettre en évidence les preuves matérielles des crimes dans les laboratoires de police scientifique et de médecine légale et d'aboutir à l'identification de leurs auteurs. Grâce aux progrès spectaculaires dans ce domaine, les enquêteurs de la police scientifique sont capables de déduire quantité d'informations à partir d'indices microscopiques. Pour autant, ces renseignements suffisent-ils aux experts de la police pour démasquer les criminels? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans l'affaire qui va suivre. La mine de cuivre de Kennecott, à l'extérieur de Salt Lake City, en Utah, est connue comme le cratère le plus précieux du monde. Et le cuivre n'est pas le seul minerai qu'on y extrait. Ils extraient de l'or et de l'argent. Le site dispose d'équipements qui coûtent très cher et les vols sont un des problèmes majeurs. Les mesures de sécurité sont donc très strictes. Pour entrer dans la mine de cuivre de Kennecott, il faut montrer patte blanche. Dans ce contexte, l'absence du vigile à son poste par une nuit d'hiver de l'année 1991 attire tout de suite l'attention. Ils sont allés jeter un coup d'œil dans la salle de repos et ils ont trouvé son repas à moitié entamé avec son casque posé à côté. Et normalement censé ne jamais quitter son poste jusqu'à la relève de 23 heures. C'était étrange comme incident. Il était là, et l'instant d'après, il n'y était plus. Et il n'y avait rien qui permette de véritablement expliquer son départ. De la neige est tombée quelques heures plus tôt, mais il n'y a pas de traces de pas autour du poste de sécurité. La voiture de Brian est garée un peu plus loin, et il n'y a pas non plus de traces autour de la voiture. C'est comme s'il avait mis le pied dehors, et c'était juste volatilisé. C'était un endroit très isolé. À l'intérieur du poste de sécurité, tout est en ordre. Il n'y avait absolument rien de suspect. Pas de sang, pas d'objets renversés ou détruits. Brian Ruff, 21 ans, et sa femme Jennifer sont mariés depuis 2 ans et demi et ils ont un bébé de 15 mois. D'après son dossier professionnel, ce n'est pas la première fois qu'il abandonne son poste. Quelques semaines plus tôt, Brian avait déjà quitté son poste pour s'enfuir à Las Vegas. C'était lourd à porter pour lui, surtout avec le deuxième bébé qui allait arriver. Il devait subvenir à nos besoins, avait ses études à finir. Et l'argent, ça l'inquiétait et ça le minait qu'on doive retourner vivre chez mes parents à ce moment-là. Brian passe 6 jours à Las Vegas. À son retour, il a beaucoup changé. Et pas en mieux. Il s'est montré très froid et distant. Je n'avais jamais vu cette facette de sa personnalité. Il était glacial et plein d'amertume sur certains sujets, notamment nos finances. Il avait de la colère en lui. Alors que les enquêteurs sont occupés à fouiller la guérite à la recherche d'indices, le téléphone sonne. Jennifer, l'épouse de Brian, cherche à le joindre. Elle était surprise que quelqu'un d'autre que son mari réponde au téléphone. Ils lui ont dit que c'était la police et qu'ils étaient à la recherche de Brian. Elle leur a indiqué qu'elle lui avait parlé aux alentours de 18h30. Et au bout d'un moment, il avait mis fin à la conversation en lui disant qu'un collègue arrivait et qu'il devait y aller. À peine l'agent a-t-il raccroché que la sonnerie retentit de nouveau. L'adjoint a de nouveau répondu au téléphone. C'était une voix de femme, mais différente de la première. Et elle s'est elle aussi présentée comme étant Jennifer Ruff. À l'évidence, l'une des deux voulait se faire passer pour l'autre. Un homme disparu, avec 2 femmes. La police comprend tout de suite que l'affaire sort de l'ordinaire. Le système d'identification des appels de l'entreprise confirme qu'un des appels vient bien de Jennifer.
L'autre a été passée par Christy Bradley, une jeune femme de 20 ans. Elle est mariée à Dale Bradley, un collègue de Brian Ruff. Ils ont envoyé un groupe d'enquêteurs chez Dale et Christy pour savoir ce qui se passait. Christy déclare à la police qu'elle et Brian sont devenus bons amis et qu'ils s'appellent régulièrement. Dale demandait à Christy de leur ramener à dîner. Et c'est comme ça que Brian et Christy se sont connus, quand elle leur apportait leur repas. Lorsque les enquêteurs l'interrogent sur la disparition de Brian, Christy dit ne pas être sortie de chez elle et ne pas l'avoir vu. Dale, lui, ne travaillait pas ce jour-là et prétend qu'il était en course toute la journée. Bradley a dit qu'il passait à côté de l'université de l'Utah quand sa voiture est tombée en panne. Il a appelé un ami, Billy Stone, qui était dans un bar des environs. Bien étrange affaire. Brian Ruff, un agent de sécurité de 20 ans, a disparu mystérieusement. Quelques semaines plus tôt, il avait déjà abandonné son poste pour se rendre à Las Vegas. Il en était revenu complètement changé. Froid, agressif, amer. A-t-il récidivé? Est-il retourné dans la ville du jeu et des plaisirs sans, à nouveau, en tenir informé ses employeurs? Second motif d'étonnement. 2 femmes téléphonent presque simultanément au poste de garde, prétendant l'une et l'autre être l'épouse du jeune homme. La première l'est effectivement, mais la seconde, Christy Bradley, est la compagne d'un autre vigile, collègue de Brian. Que cache ce subterfuge? 5 jours après la disparition, Jennifer Ruff trouve des documents compromettants en rangeant des papiers. Des indices qui d'un seul coup jettent un nouvel éclairage sur la disparition de son mari. Il y avait des factures de carte de crédit pour des achats dont je n'étais pas au courant, et aussi une facture de téléphone. Jennifer comprend alors que son mari a une liaison avec Christy Bradley. C'était le deuxième coup de massue. D'abord, j'apprends qu'il a disparu, et ensuite je découvre cet horrible secret. C'est comme si tout s'écroulait autour de moi. Tout ce dont j'avais rêvé, tout ce que j'avais espéré se retrouvait réduit en poussière. Jennifer découvre aussi que Christy était avec Brian à Las Vegas quelques semaines plus tôt. Interrogée sur ce point, Christy admet devant son mari et les enquêteurs qu'elle avait une liaison avec Brian. Elle m'a dit qu'elle trouvait Brian très gentil. Elle le trouvait mignon. Dale contrôlait ses moindres gestes. Et Christy n'aimait pas se sentir prisonnière. Christy et Brian parlaient beaucoup ensemble. Et c'est, je pense, ce qui explique qu'il s'appelait souvent quand il était au travail. Mais Dale insiste. Il n'était pas au courant que sa femme avait une liaison avec Brian avant sa disparition. Dale n'a pas de casier, mais cette liaison est un mobile suffisant. La police obtient un mandat pour fouiller son véhicule. Les enquêteurs espèrent y trouver du sang et des résidus de poudre. On n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Dale et Christy sont ensuite soumis au détecteur de mensonges, mais les résultats sont négatifs. Lorsqu'ils ont su pour cette liaison, j'ai entendu dire qu'ils ont interrogé Dale et Christy. Dale est alors passé au détecteur de mensonges et à partir de ce moment-là, ils l'ont, comme qui dirait, tout simplement rayé de la liste des suspects. Les semaines, puis les mois passent, sans que Brian Ruff ne donne le moindre signe de vie. J'avais tout le temps peur. Quand je me rendais à mon travail ou au supermarché, la peur ne me quittait pas. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse disparaître comme ça et ne jamais revenir. La femme de Brian, Jennifer, n'a pas d'autre choix que d'élever seule leur bébé. 6 mois plus tard, elle accouche d'une seconde petite fille. J'étais comme paralysée, noyée dans mon chagrin, jusqu'à ce que j'apprenne enfin ce qui lui était arrivé. 1 an plus tard, des randonneurs tombent sur ce qui ressemble à des restes humains dans un terrain de camping à environ 80 km de la mine. J'ai vu un tas de pierres, mais c'était un squelette. Il avait encore sa tenue de sécurité, son portefeuille, tout sur lui.
C'est bien lui, Brian Patrick Ruff. J'ai reçu un coup de fil d'un enquêteur et je lui ai demandé « C'est Brian ?» Il a dit « Oui, c'est lui ». À cet instant, c'est comme si tout s'était écroulé autour de moi. Le dossier dentaire confirme que les restes sont bien ceux de Brian Ruff. L'autopsie va révéler qu'il a été abattu de 5 balles dans le dos. J'ai pensé que d'une façon ou d'une autre, il avait dû se retrouver mêlé à quelque chose d'illégal et que c'est pour ça qu'on l'avait tué. Près du corps, les équipes de recherche trouvent 5 douilles provenant d'un pistolet de calibre 22. Pour les enquêteurs, Brian a été abattu à quelques mètres de l'endroit où il a été enterré. Le lendemain, les recherches se sont poursuivies et un des chiens de la brigade canine a retrouvé une botte, une Santiago noire qui a été identifiée comme appartenant à Brian. Elle se trouvait à environ 60 mètres à l'est de l'endroit où on avait retrouvé le corps. On n'a jamais retrouvé l'autre. Mais le corps est là depuis longtemps. Il a beaucoup plu et neigé, si bien qu'on ne retrouvera aucun autre indice sur les lieux. Autant vous dire que c'était très frustrant. Faute d'indices permettant de relier quelqu'un au crime, l'affaire est classée et les années passent. Le cadavre de Brian Ruff a été retrouvé 1 an après sa disparition. Il a été abattu de 5 balles de calibre 22 tirées dans le dos. Malheureusement, la neige et les intempéries ont détruit empreintes de pas et traces biologiques. Le meurtre ressemble plutôt à une exécution. Le vigile a-t-il été éliminé par des employés de la mine qui volaient du matériel et du minerai? Ou Dale Bradley, le mari trompé, est-il impliqué? Les policiers avaient déjà perquisitionné sa maison et passé sa voiture au peigne fin sans trouver d'indices. Et Dale avait passé avec succès les épreuves du détecteur de mensonges. Suite à cela, il avait été écarté de la liste des suspects. Tandis que l'enquête est au point mort, les années passent. Jusqu'à ce que, 14 ans plus tard, Todd Park, un enquêteur spécialisé dans les affaires classées et rattaché au bureau du shérif du comté de Salt Lake, reçoive un coup de téléphone des forces de police du comté voisin, le comté de Carbon. Quand j'ai reçu cet appel, ça a été une vraie bouffée d'air frais. Je pouvais enfin me plonger dans une autre affaire et m'y consacrer entièrement. La police du comté de Carbon enquête alors sur Dale Bradley. Elle le soupçonne d'avoir assassiné sa seconde femme, Crystal. Or, Dale faisait déjà partie des suspects dans le meurtre de Brian Ruff, 14 ans plus tôt. Todd Park a une intuition. Il contacte l'ex-femme de Dale, Christy, qui vit à présent dans le Texas. Quand Park l'a contactée, 14 ans après, elle était étonnée qu'il enquête encore sur l'affaire. Dale lui avait dit qu'on avait arrêté quelqu'un et elle était persuadée que le dossier était clos. C'était de toute évidence un mensonge, et Christy va mentionner à la police quelque chose dont elle n'avait pas parlé dans l'enquête initiale. Elle déclare que le lendemain de la disparition de Brian, Dale avait nettoyé l'intérieur de sa voiture. Il n'avait jamais nettoyé ce coffre depuis qu'ils s'étaient rencontrés, depuis qu'il avait cette voiture. Jamais. Pourquoi Dale a-t-il fait cela? La police se demande si Brian Ruff a pu se trouver dans ce coffre. Y avait-il du sang? A-t-il été abattu dedans? Y avait-il des indices dans la voiture? Mais après 14 ans, la police pourra-t-elle retrouver la voiture de Dale Bradley? « 14 années se sont écoulées sans que la police perde espoir de résoudre l'affaire. Brian était un très bon garçon. C'était un très bon père. Et si ce n'est sa relation extra-conjugale, je crois que c'était un très bon mari. C'est juste qu'il avait beaucoup de responsabilités. Je suis sûr qu'il s'en serait bien sorti dans la vie, avec sa famille, si on lui en avait laissé l'occasion. Lorsque les enquêteurs apprennent que leur ancien suspect principal, Dale Bradley, est de nouveau suspect dans une autre affaire de meurtre, ils décident de repasser en revue tous les indices.
Et cette fois-ci, il remarque quelque chose sur la botte retrouvée dans la montagne, près du corps de Brian. Une sorte de rayure, d'éraflure au bas de la botte, qui ressemble à de la peinture rouge orangée. Quand j'ai vu cette trace de peinture, j'ai eu un flash. C'était la même couleur que celle de la voiture de Dale Bradley. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et alors là, je me suis dit, je le tiens. L'expert médico-légal Bill Schneck examine la peinture au stéréomicroscope. C'était une traînée. Pas d'éclat de peinture collé à la botte, non. C'était étalé sur le cuir au bas de la botte. Il faut beaucoup de force pour que ça s'incruste comme ça. Une force qui ressemblerait à celle déployée pour tenter de s'échapper d'un coffre de voiture, par exemple. Qu'elle soit optique, électronique ou à sonde locale, la microscopie est une technique d'imagerie très utilisée dans les laboratoires de police scientifique. Analyse d'empreintes digitales, comparaison des rayures sur des balles ou des douilles, étude de tissus prélevés sur un cadavre, examen de débris, de fibres, de poils ou de cheveux. Les microscopes ouvrent d'immenses champs exploratoires aux enquêteurs. Dans notre affaire, les traces de peinture recueillies sur une botte de la victime 14 ans après le meurtre permettront-elles d'établir un lien avec la voiture que conduisait Dale Bradley. Bill Schneck doit déterminer si l'intérieur du coffre de la voiture de Dale Bradley était peint. Par chance, Schneck a un ami qui restaure les vieilles voitures. Il avait justement un modèle de 75. Il a ouvert le coffre, il était peint d'origine. C'était un très bon point. Dale Bradley conduisait un modèle de 1974 à l'époque du meurtre de Brian. Reste maintenant à le retrouver. J'ai passé des heures à chercher cette voiture. Ils sont même montés dans un avion pour la localiser. Après beaucoup de recherches, on a appris que la voiture avait été vendue. Hélas, 2 ans après les faits, le nouveau propriétaire a revendu la voiture à la casse. La voiture avait été détruite, découpée en morceaux et puis fondue. Mais l'examen du dossier va révéler un élément surprenant. 14 ans auparavant, un enquêteur a eu la présence d'esprit de prélever des échantillons de peinture sur la voiture de Dale. On s'est jeté dessus. Il faut dire ce qui est, parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Ces échantillons de peinture étaient archivés là depuis des années. Bill Schneck place les échantillons de peinture de la botte et de la voiture sur une lame de microscope avec un liquide d'immersion, ce qui permet d'éliminer l'air qui serait éventuellement piégé entre la lamelle et l'échantillon. À l'aide d'un microscope polarisant avec grossissement jusqu'à 1000 fois, Schneck constate qu'il s'agit d'une peinture au chromate de plomb. Je voulais savoir si cette peinture était standard ou non. J'ai donc contacté l'Institut national de sciences et de technologie, qui m'a envoyé un échantillon de la peinture de série des modèles de 74. Schneck compare les 3 échantillons avec un microscope à balayage électronique. Il examine la peinture de la botte, celle de la voiture et la peinture de série des modèles de 74. Elles sont identiques. La peinture de la botte venait de cette voiture, ou d'une autre voiture avec une peinture ayant exactement les mêmes propriétés et la même composition. Cette nouvelle preuve permet de faire arrêter Dale Bradley et de l'inculper du meurtre de Brian Ruff. J'étais choquée que quelqu'un puisse commettre un crime aussi horrible, surtout quelqu'un qui prétendait être un ami. Le procureur pense que Dale savait, ou du moins se doutait, que sa femme Christy entretenait une liaison avec son collègue Brian, et il a eu peur qu'elle le quitte. Je crois qu'il était tellement furieux d'avoir été trahi par Christy et Brian qu'il a voulu leur faire payer. Les preuves médico-légales suggèrent que Dale voulait éliminer son rival. Il connaissait les horaires de Brian et savait à quel moment il y avait le moins d'allées et venues. Il savait donc exactement quand frapper. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un truc à te montrer.
Dale a probablement obligé Brian à entrer dans son coffre en le menaçant avec une arme. Entre là-dedans, allez! Ouais, c'est bon, j'y vais. Brian se débat pendant les 30 minutes de route pour essayer de sortir du coffre, d'où la peinture sur sa botte. En arrivant, Dale aurait ordonné à Brian de retirer ses bottes pour être sûr qu'il ne pourra pas s'enfuir. Quoi? Retire tes bottes! Puis, il le force à avancer jusqu'au trou qu'il a creusé plus tôt dans la journée. Et il l'abat avec un revolver de calibre 22. L'arme du crime ne sera jamais retrouvée. C'était du Dale tout craché. Manquer à ce point de courage, abattre quelqu'un par derrière sans avoir le courage de le regarder en face au moment de le tuer. Les preuves matérielles et circonstancielles contre Bradley sont accablantes. Il accepte de plaider coupable d'homicide volontaire et d'enlèvement. Il est condamné à 40 ans de prison. Bradley n'aurait jamais imaginé que la botte de Brian pourrait permettre de le confondre. L'affaire a été résolue grâce à cette peinture. Ça me donne envie d'examiner toutes les affaires et chacune des preuves pour voir si je peux en faire quelque chose. Ça me motive pour essayer d'en résoudre d'autres. Dale Bradley est toujours suspecté d'avoir tué sa seconde épouse. Les efforts désespérés de Brian pour sortir du coffre de la voiture ont finalement permis d'identifier et d'arrêter son assassin. Parfois, il suffit d'un rien. En l'occurrence, dans cette affaire, il se trouve que c'étaient les échantillons de peinture. Les preuves circonstancielles et associées aux preuves matérielles se sont révélées décisives dans cette affaire. Aujourd'hui, on se focalise sur l'ADN et on a parfois tendance à négliger les autres pistes que peuvent donner des indices, comme de la peinture. J'espère que le message est clair. La science médico-légale est là et il y a des gens qui travaillent sans relâche sur les affaires classées pour que les coupables ne restent pas impunis. De toute façon, en général, plus on cherche à effacer ces traces, plus on laisse d'indices. Des traces de peinture rouge ont permis de relier la voiture de Dale Bradley à l'une des bottes de la victime et d'établir ainsi sa culpabilité. Cette prouesse technique a été rendue possible grâce à un enquêteur consciencieux qui avait décidé de déterrer l'affaire lorsque Bradley avait été suspecté d'avoir assassiné sa seconde épouse. Sans cet excès de zèle, il y a fort à parier que le meurtre de Brian Ruff n'aurait jamais été élucidé. Durant le procès, dans le but de minimiser sa responsabilité, Bradley a prétendu qu'étant diabétique, il avait tué son rival dans un état second. Cet argument a été rejeté par le juge. Si le meurtrier avait eu une crise d'hypoglycémie, il n'aurait pas été capable de le kidnapper sous la menace d'une arme, de le transporter dans le coffre de sa voiture, de l'exécuter dans un terrain de camping situé à 80 km de la mine. Et puis, pris de court, Bradley a proféré des confessions contradictoires. Il a d'abord dit éprouver des remords à l'égard de la victime et de sa famille. Et puis, quelques minutes plus tard, il s'est parjuré. « Comment pourrais-je éprouver des remords pour un crime que j'ai pas commis? C'est insurgé !» Après une courte délibération, le jury a tranché. Et le juge a requis une condamnation à une peine de 40 ans de réclusion. Mais passons, si vous le voulez bien, à notre seconde enquête. Nous ressentons tous un sentiment d'horreur particulier lorsque des jeunes filles qui avaient toute la vie devant elles succombent à la barbarie pour n'avoir eu d'autre tort que d'être jolies et de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Les crimes perpétrés par des psychopathes, incapables de réfréner leurs pulsions sexuelles et sanguinaires, sont les cauchemars des enquêteurs.
Dans ce cas, à la différence des meurtres ciblés et prémédités, aucun lien et aucun mobile ne relie l'assassin à sa victime. Le dénouement de l'enquête dépend alors presque exclusivement de la compétence et de l'intuition des experts scientifiques. 1981, une semaine avant la rentrée universitaire. Suzanne Shoemake rentre au campus de l'Université du Sud de l'Illinois à Carbondale. Elle a hâte de commencer sa licence. Elle venait de décrocher un job à la station radio locale. Elle devait animer une de leurs émissions. Sue Shoemake, section 3, description, narration et dialogue. Le 17 août, Suzanne quitte les locaux de la radio peu avant 18 h. Elle a rendez-vous avec l'une de ses amies pour dîner. Mais elle n'arrivera jamais. L'amie qu'elle devait retrouver pour dîner a appelé sa camarade de chambre, Mary. Mais Mary ne savait pas où elle était. Plus tard dans la soirée, vers minuit, elles ont commencé à appeler tous leurs amis. Elles l'ont cherchée partout. Le lendemain, toujours aucune trace de Suzanne. Ses amis décident de prévenir la police. Le soir, un policier remarque que la végétation a été piétinée près d'un chemin de terre que les étudiants empruntent pour traverser le campus. Il a commencé à avancer dans les herbes avec sa lampe torche. On n'y voyait rien. Les herbes étaient très hautes. Et puis, il a découvert le corps de Suzanne. On était complètement anéantis. Ça a été un moment absolument terrible. J'ai éclaté en sanglots. Ça a été vraiment terrible pour moi. D'après les premières observations, Suzanne a été battue, violée et étranglée. La police suppose que Suzanne a été agressée juste après avoir quitté la station de radio entre 18 h et 18 h 30. Autrement dit, elle a été assassinée en plein jour. Ça s'est passé en plein jour. Apparemment, elle s'était trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'était ça le plus effrayant. La police demande à toute personne susceptible d'avoir vu ou entendu quelque chose de se manifester. Les enquêteurs interrogent également tous les camarades de Suzanne, y compris ses anciens petits amis. Il y avait des garçons qui avaient essayé de sortir avec elle, mais elle avait rejeté leurs avances. Donc bien sûr, ces gens sont devenus des suspects potentiels pour nous. Mais les enquêteurs doivent aussi envisager que le meurtrier puisse être un inconnu venu de l'extérieur. Vu que le corps avait été retrouvé dans un endroit qui se trouvait à proximité de nombreuses chambres universitaires, ils ont épluché la liste de tous les étudiants qui vivaient là. C'était une victime innocente. On a tous peur qu'un jour un monstre sorte de nulle part et s'en prenne à nous ou à ceux qu'on aime. C'est exactement ce qui est arrivé à Suzanne. La police apprend alors un élément capital. Le jour du meurtre de Suzanne, un homme ayant déjà été soupçonné dans 2 affaires de meurtre travaillait sur le chantier du nouveau gymnase du campus. Or, les 2 victimes étaient justement des étudiantes. Le chantier était à 200-300 mètres de là. Et il ne faut pas oublier que sur le campus, on voit passer 8 ou 9 000 jolies filles tous les jours. Pour les enquêteurs de l'époque, vu qu'une jeune fille venait de se faire violer et assassiner, c'était forcément lui. Après le meurtre de Suzanne Shoemake, John Paul Phillips est le suspect numéro 1. Il était connu en ville pour être un bagarreur. Je l'ai connu plus jeune et il était vraiment teigneux. J'ai eu affaire à lui quand il avait 15 ou 16 ans pour une histoire de bagarre et il avait frappé un gamin avec une batte de baseball. Phillips a déjà été soupçonné du viol et du meurtre de 2 étudiantes 5 ans auparavant. Teresa Clark, 21 ans, a été violée et assassinée dans son appartement à l'extérieur du campus. À l'époque, John Paul Phillips vivait à seulement 30 mètres de chez elle. On a exploité toutes les pistes. Il n'y avait aucune empreinte digitale et les analyses ADN n'existaient pas encore. On n'avait pas de témoins, on n'avait pas grand-chose. Mais on était presque sûr que c'était lui. 1 an plus tard, Kathleen McSharry se fait violer et poignarder dans son appartement. Là encore, John Paul Phillips vivait dans les alentours. Là encore, on n'avait pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, mais devinez où habitait John Paul, juste à côté de chez elle.
À l'époque, les preuves ne sont pas suffisantes pour arrêter John Paul Phillips. Mais dans l'affaire Susan Shoemake, la police a enfin un indice. Lors de son autopsie, le médecin légiste trouve 2 poils sur son corps, vraisemblablement ceux du tueur. Sur le corps de Suzanne, ils ont retrouvé un poil, et un poil pubien. Phillips accepte de fournir des échantillons, mais après un examen au microscope, il s'avère que ces poils ne correspondent pas à ceux retrouvés sur le corps de la victime, et il est éliminé de la liste des suspects. Malgré les résultats d'analyse, la famille de Suzanne reste persuadée que Phillips est bien l'assassin. Ils n'ont pas interpellé Phillips, ils ne l'ont pas arrêté, ils ne l'ont pas inculpé. Et à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi. Parce que pour moi, il y avait suffisamment d'éléments contre lui. Plus tard, Phillips se rend coupable de plusieurs agressions et finit par être incarcéré. Il est allé au bord du lac Devil's Kitchen, et là, il a aperçu une jeune fille avec son petit ami qui campait. Il les a agressés avec une arme, et après, il a aussi kidnappé une autre jeune fille à Carterville. Mais dans l'affaire Susan Shoemake, la police tient enfin une piste. Les enquêteurs retrouvent son sac à dos dans une rivière, derrière les dortoirs. Son portefeuille a disparu. D'après ses amis, elle avait toujours au moins 20 $ sur elle. L'un des hommes d'entretien du campus trouve ensuite une trousse de toilette rouge non loin de l'endroit où le corps de Suzanne a été retrouvé. À l'intérieur, certains objets permettent d'identifier son propriétaire. Dedans, il y avait un tube de médicaments au nom de Daniel Wollaston, et la prescription venait du centre de détention de Maynard. Ils ont fait des recherches et ils ont découvert qu'il était en liberté conditionnelle. Donc ils ont décidé de s'intéresser à lui d'un peu plus près. Daniel Wollaston, 21 ans, sort à peine de prison, où il purgeait une peine pour cambriolage. Au moment du meurtre, il travaillait comme homme à tout faire sur le campus. Il travaillait dans une résidence qui se trouvait à environ 400 mètres de la scène de crime. Lors de son interrogatoire, Wollaston prétend qu'il était avec une amie le soir où Suzanne a été tuée. Les enquêteurs sont partis avec lui dans différents endroits pour essayer de retrouver la personne avec qui il prétendait avoir passé la nuit, mais sans succès. Wollaston se montre très coopératif et accepte de fournir quelques-uns de ses cheveux à la police. Mais lorsque les enquêteurs reviennent le lendemain pour l'interroger, il a disparu. Dans sa chambre, il retrouve une lettre déchirée. Certains morceaux sont dans les toilettes, d'autres dans la poubelle. Ça ressemblait à une lettre d'adieu. Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours sur moi. Je ne supporterai pas de retourner en prison. C'est mieux comme ça. La police continue de chercher Wollaston, jusqu'à ce que les experts comparent ses poils à ceux retrouvés sur le corps de Suzanne. Ils ne correspondent pas à ceux du tueur. Il est donc lui aussi éliminé de la liste des suspects. L'enquête semble au point mort. À l'époque, John Paul Phillips est en prison pour enlèvement et viol. Et un jour, il se vante de ses meurtres auprès d'un codétenu, Thomas Mokaby. Un jour, dans sa cellule, il a raconté tout ce qu'il avait fait à Thomas Mokaby. Et il lui a donné des détails sur les meurtres que seul le coupable pouvait connaître. Phillips donne des détails sur les meurtres des 2 étudiantes, Kathleen McSharry et Teresa Clark. Il prétend aussi avoir fait une 3e victime, une serveuse, Joan Weatherall. Mais il ne fait aucune allusion à Susan Shoemake. Il en avait tué 3, alors pourquoi pas 4 ? Il n'a jamais parlé de Susan Shoemake, mais à l'époque, tout laissait penser que c'était lui qui l'avait tuée. En novembre 1986, John Paul Phillips est jugé pour le meurtre de Joan Weatherall, l'une des 3 jeunes femmes qu'il a avoué avoir tuées à son codétenu. À la fin, le juge a dit que ça ne lui suffisait pas et qu'il avait assez d'éléments pour le faire accuser des 2 autres meurtres. Et il l'a dit pendant l'audience publique. Le jour du verdict, Phillips s'adresse à la cour. Il a dit, je le cite, « C'est pas moi, mais j'espère qu'elle l'a senti passer. » Quand il a entendu ça, le juge l'a immédiatement condamné à la peine capitale et ils l'ont transféré dans le couloir de la mort. Mais Phillips ne sera jamais exécuté. Il meurt en prison d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans.
Il s'est toujours vanté d'avoir tué 3 femmes, mais il n'a jamais mentionné Susan Shoemake. Pourtant, la famille de la jeune femme reste persuadée de sa culpabilité. On était persuadés qu'il l'avait tué. Il a été incarcéré et il est mort en prison. Donc toute ma famille s'est dit, c'est bon, on tourne la page. C'est fini, il est mort. Mais d'autres n'en sont pas si sûrs, tout simplement parce que dans l'affaire Shoemake, le mode opératoire n'est pas exactement le même que pour les autres meurtres. Les autres meurtres avaient été commis la nuit, mais ce n'était pas le cas dans l'affaire Susan Shoemake. En 2000, presque 20 ans après le meurtre de Susan, une nouvelle technique d'analyse ADN appelée PCR voit le jour. Celle-ci permet désormais d'établir un profil ADN à partir d'une petite quantité de matière biologique. Alors que jusqu'à présent, ce type d'analyse nécessitait des échantillons plus importants. En gros, cette technique permet de photocopier l'ADN. Elle permet de répliquer les séquences d'ADN que l'on veut analyser. 20 ans se sont écoulés depuis le meurtre, toujours non élucidé, de Susan Shoemake, et la famille de l'étudiante désespère que justice soit un jour rendue. John Paul Phillips a avoué avoir violé et assassiné 3 autres jeunes femmes, mais il n'a pas revendiqué le meurtre de Susan avant de succomber d'un arrêt cardiaque dans sa cellule. Et une comparaison ADN l'a confirmé. Tandis que l'enquête s'enlise, la biologie appliquée aux affaires criminelles fait-elle des pas de géant. En 1985, une équipe de chercheurs californiens met au point une technique d'amplification et de duplication automatique de l'ADN. Cette méthode permet dès lors d'établir des profils génétiques à partir d'une 50aine de cellules seulement. Cependant, pour révolutionnaire qu'elle soit, cette technique augmente les risques de contamination d'un scellé par les policiers ou les analystes. Grâce à cette technique, les experts analysent les prélèvements réalisés lors de l'autopsie de Susan et ils parviennent à établir le profil génétique de son assassin. On s'est dit, c'est bon, c'est reparti. Maintenant, on a ce qu'il faut pour identifier le coupable. L'ADN de John Paul Phillips ne figure dans aucun fichier d'identification. Les enquêteurs tentent donc alors le tout pour le tout. Ils demandent l'exhumation de son corps. Les experts effectuent un prélèvement ADN sur le cadavre de Phillips, mais son empreinte génétique ne correspond pas à celle du tueur. J'ai appelé la mère de Susan pour lui annoncer. C'était très difficile. Elle s'est mise à pleurer. Je ne pense pas qu'on puisse un jour faire le deuil de son enfant. Elle était très déçue, mais j'ai essayé de la rassurer. Je lui ai dit qu'on allait continuer l'enquête et qu'on finirait par trouver le coupable. Sur le moment, ça m'a mis en colère. Probablement parce qu'inconsciemment, pour moi, le dossier était clos. On en avait fini avec tout ça. Mais une autre mauvaise nouvelle attend la famille de Susan et les enquêteurs. L'ADN du tueur ne figure dans aucune des bases de données répertoriant les criminels. C'était quelqu'un qui n'avait jamais été entré dans le système d'identification automatisé. Si le coupable n'est pas Phillips, ni aucun des criminels connus répertoriés dans la base de données, alors de qui s'agit-il ? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne reste plus qu'à se replonger dans le dossier et à passer en revue les autres suspects qu'on avait à l'époque. On cherche à qui pourrait appartenir cet ADN. On continue l'enquête et on examine un à un tous les suspects. La première personne sur la liste des enquêteurs est Daniel Wollaston. À l'époque, il faisait partie des suspects. Il travaillait juste à côté de la scène de crime au moment des faits et quand la police a voulu l'interroger, il s'est volatilisé. La police le retrouve dans le Michigan. Il travaille désormais dans une casse de la région. À l'époque, il est divorcé avec un enfant et il refuse de parler aux enquêteurs. Wollaston leur a dit qu'il avait déjà fourni ses empreintes et des cheveux en 1981 et il ne voulait pas coopérer à ces nouvelles investigations. Les enquêteurs ont besoin d'un échantillon d'ADN, mais Wollaston refuse d'en fournir un. Et la Cour refuse de signer une injonction qui l'obligerait à le faire, invoquant le manque de preuves tangibles. Ils disposent déjà de quelques cheveux de Wollaston, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne peuvent donc les utiliser pour établir son profil génétique. Ils décident alors d'avoir recours à une méthode beaucoup moins conventionnelle pour obtenir son ADN.
20 ans après le meurtre de Susan Shoemake, le lieutenant Paul Eccles est enfin sur le point d'identifier le coupable. Mais seul un échantillon d'ADN permettrait de prouver la culpabilité de Wollaston, et celui-ci refuse de coopérer. Les policiers du Michigan décident donc de se le procurer à son insu, mais de façon tout à fait légale. Ils ont décidé de le mettre sous surveillance. Le but étant d'essayer de collecter quelque chose qui serait porteur de son ADN, afin de confirmer ou d'infirmer sa culpabilité. Mais ce n'est pas si simple. Wollaston travaille chez un détaillant de pièces détachées. Seuls ses collègues peuvent l'approcher, sans éveiller ses soupçons. La police apprend alors qu'il vient de vendre sa voiture. Les enquêteurs savent que Wollaston fume. Ils tentent donc de retrouver le nouveau propriétaire du véhicule. Ils lui ont demandé d'où venaient les mégots du cendrier. Il leur a dit que c'était ceux de l'ancien propriétaire, vu que lui ne fumait pas et que tous ses amis jetaient leurs mégots par la fenêtre. Il y a plus d'une douzaine de mégots dans le cendrier. La police espère qu'au moins l'un d'entre eux sera celui de Wollaston. Les enquêteurs envoient le tout à Jennifer Andrew, experte en analyse ADN. Les inspecteurs en charge de l'enquête m'ont dit que c'était pour une affaire vieille de 20 ans, le meurtre d'une étudiante. Et comme je sortais à peine de la fac, je me sentais plutôt concernée. Un à un, elle découpe tous les filtres de cigarettes. Ceux-ci sont en général une bonne source d'ADN. La salive et les cellules cutanées se déposent dessus. Elle plonge les échantillons dans un solvant organique permettant d'isoler l'ADN. Et elle parvient à extraire le profil génétique d'un suspect. Les gens pensent qu'on a un travail formidable, mais en réalité c'est assez stressant. Et c'est dans des moments comme ça qu'on se dit que ça vaut vraiment la peine. Le profil génétique est envoyé en Illinois pour être comparé aux matières génétiques prélevées 20 ans plus tôt sur le corps de Susan Shoemake. Il s'agit de l'ADN de Daniel Wollaston. On était aux anges, bien sûr. Chez nous, dans la police, c'est ce qu'on appelle décrocher le gros lot. Mais d'autres analyses ADN devront être effectuées pour confirmer ces premiers résultats. Nous venons de le voir, les policiers ont utilisé un subterfuge pour obtenir des échantillons d'ADN de Daniel Wollaston, devenu le principal suspect dans l'assassinat de Susan Shoemake, survenu, je le rappelle, 20 ans plus tôt. Ils ont prélevé et analysé des mégots de cigarettes dans le cendrier de la voiture qu'il avait revendue. Cette procédure peut nous paraître choquante. Elle est pourtant légale aux États-Unis, car si un suspect refuse de coopérer de son plein gré, les policiers peuvent recueillir à son insu des indices à charge, à condition de ne pas violer son espace privé. Dans notre affaire, cette méthode s'avère payante. L'ADN de Wollaston est identique à celui isolé sur le corps de Susan. Il importe dès lors d'éviter à tout prix que Wollaston se volatilise à nouveau. Et pour y parvenir, le lieutenant Eccles a sa petite idée. Il lui fait croire qu'il a d'autres preuves contre lui. Il fallait absolument que j'arrive à lui soutirer des informations suffisamment solides pour demander un mandat d'arrêt contre lui. Je lui ai fait croire que j'avais un témoin, ce qui était complètement faux. Je lui ai raconté qu'un de ses collègues, qui travaillait avec lui dans la résidence universitaire, était venu nous voir pour nous dire qu'il l'avait vu passer dans les environs avec un sac à dos jaune la nuit du meurtre. J'ai même été un peu plus loin en lui faisant croire qu'on avait relevé des empreintes dessus et que c'était les siennes. Et là, tout de suite, sans que j'aie eu à dire quoi que ce soit d'autre, il m'a dit « Je n'ai pris que $10 dans ce sac ». Là, j'ai su que je le tenais. Il s'est fait avoir comme un débutant. Wollaston est arrêté et la cour l'oblige à fournir un nouvel échantillon d'ADN. Les résultats sont sans appel. L'ADN prélevé sur le corps de Susan Shoemake est bien le sien. J'en connaissais suffisamment sur l'ADN pour savoir que les chances pour qu'il y ait une erreur étaient, dans ce cas, de 1 sur 300 millions, suivant l'estimation la plus modeste. Le procureur ne comprend pas le mobile du meurtre. Il suppose que Wollaston a croisé Susan alors qu'elle marchait seule sur le sentier et qu'il a eu envie de s'en prendre à elle.
C'était la fin de la journée et personne n'a entendu les cris de la jeune femme. Il laisse derrière lui son ADN, puis il s'enfuit en emportant son sac à dos. Il vole les 10 $ qui étaient dans son portefeuille avant de jeter le sac dans la rivière. Mais en quittant les lieux, il fait tomber sa trousse de toilette avec à l'intérieur une prescription médicale à son nom. Il s'en est pris à elle comme ça, sur une impulsion. C'est ça le plus effrayant. Il ne l'avait pas suivie, il n'avait rien prémédité. C'est simplement qu'elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Malgré les preuves accablantes qui pèsent contre lui, Wollaston plaide non coupable. En mars 2006, 20 ans après le meurtre de Suzanne, il est jugé coupable d'assassinat et condamné à 40 ans de réclusion criminelle. Depuis, l'université a fait construire une passerelle afin que les étudiants n'aient plus à emprunter les petits sentiers où Suzanne a été assassinée. En souvenir de l'étudiante, la passerelle porte son nom. Un jour, ma femme m'a dit « Je me demande combien ça coûte de faire construire une passerelle comme ça. » Je lui ai répondu « Je ne sais pas, mais en tout cas, il a fallu la mort de Suzanne pour qu'il le fasse. » Tout ce qu'on fait, on le fait pour ça. Pour que justice soit faite. Parce que les familles méritent au moins ça. C'est pour elles qu'on va jusqu'au bout. Après le procès, je suis retournée sur les lieux. Et j'ai été frappée de voir que je n'étais pas la seule. Des gens étaient venus déposer des fleurs, des ballons. De toute évidence, ils avaient ressenti le besoin d'aller là-bas. Ça m'a beaucoup touchée. Au cours du procès, 19 témoins ont été appelés à la barre. La plupart d'entre eux étaient des policiers à la retraite ayant participé à l'enquête. Pour semer le trouble dans les esprits, l'avocat de la défense a contesté la validité des tests de l'ADN polymérase. Selon lui, les risques d'erreur et de contamination des échantillons n'offraient pas les garanties suffisantes pour incriminer son client. Pour contrecarrer cet argument, un enquêteur a utilisé une métaphore qui a fait basculer le jury en sa faveur. Imaginez un terrain de football capable d'accueillir 290 millions de personnes, a-t-il déclaré. Toutes les personnes dont l'ADN ne correspondrait pas à celui retrouvé sur la scène de crime s'assieraient en même temps. La seule personne restant debout serait l'auteur du meurtre. « Et c'est vous, Daniel Wollaston !» a hurlé le policier en désignant le prévenu. Après avoir délibéré 1h30, le jury a rendu son verdict, reconnaissant Wollaston coupable d'homicide avec préméditation. Une fois la sentence prononcée condamnant Wollaston à une peine de 40 ans de prison, des centaines d'habitants de Carbondale sont allés déposer des tulipes jaunes et des ballons à l'effigie de Suzanne le long du sentier où elle avait été sauvagement assassinée.